السلام عليكم مرحبا بكم في برنامجكم هذا علم وحضارة sciences et civilisation. J'ai le grand plaisir, le grand honneur d'accueillir aujourd'hui un professeur de mathématiques appliquées, Si Ahmed Rtnan. Salam alaikum. Salam alaikum, professeur. Nous sommes accueillis ici dans cette université UM6P Polytechnique, متخصصة في تقنيات متعددة. Vous avez, on va commencer d'abord avec votre profil, avec votre itinéraire. Vous êtes né dans quelle région du Maroc? Agadir même. Agadir même. D'accord. Après, une scolarité, je suppose, sur place, c'est ça? Donc j'ai fait ma scolarité d'abord à Agadir, ensuite à Asfi, puis à Agadir. C'est là où j'ai terminé le collège, le primaire collège-lycée, puis primaire, collège-lycée à Agadir. Et vos études supérieures? Et justement, donc après à Agadir, j'ai eu mon bac en sciences maths en 99, puis après je suis parti faire mes classes préparatoires en France. D'abord à Bordeaux, à Michel-Montaigne, puis à Nancy, à Poincaré. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur en mathématiques appliquées et informatique. C'était quelle école que vous avez NCMAG. 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 Alors, c'est une école située dans quelle ville? C'est à Grenoble. C'est bien spécialisé en mathématiques appliquées et informatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mathématiques appliquées? C'est très vaste. En même temps, disons que c'est précis dans le rôle qu'elle joue, mais c'est difficile à définir. D'accord. On la reconnaît sans pouvoir la définir. Exactement. On la reconnaît quand on l'a fait. Exactement. Pourquoi? Parce que le rôle du mathématicien appliqué, il fait partie d'une chaîne qu'on construit pour résoudre des problèmes. Et ces problèmes-là, ils peuvent être des problèmes de physique, de sciences sociales, de juridique par exemple, ou criminologie ou autres. Et le mathématicien appliqué doit venir ici pour créer une interface. Il assure le transfert du savoir des mathématiques qui peuvent être plus fondamentales vers des mathématiques de plus en plus appliquées jusqu'à ce qu'on puisse résoudre les problèmes auxquels on s'intéresse. Par exemple, les statistiques ont une part importante dans les mathématiques appliquées? Bien sûr, les statistiques, historiquement, et surtout à une période donnée, les départements de statistiques étaient les plus puissants dans les universités parce qu'il y avait beaucoup d'études à faire. En démographie, en médical. Maintenant, c'est remplacé un peu plus par tout ce qui est nouveau, machine learning, deep learning, data science, etc. Donc on voit une migration un peu de la statistique. Vers la science des données. C'est ça. C'est comme un nouveau modèle pour les mathématiques, c'est vous pas diriez? Forcément un nouveau modèle, mais c'est juste l'approche. C'est-à-dire que les statistiques, aussi traditionnellement, c'était un peu séparé des mathématiques. Les statisticiens ne se considéraient pas forcément comme des mathématiciens et les mathématiciens ne les considéraient pas comme des mathématiciens. Il y a le même problème avec les logiciens, ilm al-mantiq. Il y a les logiciens et les mathématiciens. Ou les linguistes. Les linguistes et les mathématiciens. Beaucoup de mathématiques. Exactement. Lorsqu'on regarde les travaux de Noam Chomsky, c'est un linguiste qui a fait quand même des fondements sur la théorie des langages qui sont utilisés dans l'informatique ou les mathématiques abstraites, on l'appelle comme ça. Bon, les mathématiciens appellent l'informatique théorique mathématique abstraite. C'est deux choses qui sont la même, mais chacun son point de vue. C'est cela. Et quand vous avez quitté l'école de Grenoble, vous êtes encore un jeune homme et vous continuez votre formation qui va faire de vous après un grand chercheur. C'est-à-dire vous êtes allé à Strasbourg, vous êtes allé en Allemagne. Que vous ont apporté ces deux lieux que sont Strasbourg, Munich et même, j'ajouterais le troisième, Berlin, à travers le Max Planck Institute? Oui. Donc le parcours n'était pas forcément linéaire. En général, dans la recherche, il est rare qu'il soit linéaire. Il est très très rare. Quand j'étais au lycée, tout ce que je voulais faire, c'est des mathématiques. Ça, c'est la motivation. Ça, c'est la motivation. J'adorais la théorie des nombres et c'est ce que je voulais faire. Mais bien sûr, on vit dans une société marocaine dans laquelle, en fait, si tu veux réussir ta vie, c'est plus être médecin
bien être ingénieur. Donc, sous l'influence de la famille, et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé, je faisais des mathématiques financières, donc j'ai travaillé dans le domaine du risque de crédit, et j'ai arrêté juste avant la crise de 2008. Je suis parti à Paris 6 pour faire mon master en analyse numérique et équation différentielle. Partielle. Et la raison, c'est parce que je voulais un domaine qui reste transversal. Ce qui m'intéressait, c'était pas forcément un domaine particulier en mathématiques, c'est ça. Je veux appliquer les maths dans des domaines. Donc aujourd'hui, je travaille j'ai travaillé dans la fusion nucléaire, mais je travaille maintenant sur la physique des particules, sur la biologie. Tout ça, ce sont des domaines intéressants. Et mon rôle, c'est vraiment de faire ce lien-là et de créer ce lien. Donc après mon master, je suis parti à Strasbourg pour faire ma thèse à l'INRIA. Et puis après, je suis parti au CEA, donc Strasbourg, c'est pour la thèse, d'accord. Strasbourg, c'était pour la thèse. Le titre de la thèse, donc le titre, c'était l'analyse isogéométrique dans la physique des plasmas et l'électromagnétisme. Donc, en gros, ce que j'ai commencé en thèse, j'ai continué à le faire jusqu'à avant de venir au Maroc. D'accord. C'est-à-dire développer des méthodes numériques, développer des modèles, parce que c'est les codes, la programmation des codes. Un peu comme pour l'informatique. C'est ça, les codes, c'est en fait le véhicule, le vecteur du savoir qu'on transmet. Donc l'héritage qu'on donne ou qu'on lègue aux physiciens, c'est un code. Ce n'est pas un papier de maths. C'est ça l'apport des mathématiciens. C'est ça, exactement. Donc on fait nos papiers de mathématiques dans notre communauté, mais on lègue un héritage pour les gens qui font de la pratique. Et eux, ce qui les intéresse, c'est de résoudre leurs problèmes. Donc ça passe à travers des codes scientifiques. Et donc après Strasbourg, je suis allé à Cadarache, au CEA, parce qu'en fait, mon domaine à Cadarache, c'est à côté d'Aix-en-Provence, oui. Où se trouve en fait le projet ITER, c'est un projet international pour créer sur Terre un réacteur à fusion nucléaire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on est vraiment dans le face-à-ss mathématique-physique. Et ingénierie. Et ingénierie. Donc ITER, c'est de démontrer qu'il est capable, en gros, de créer le Soleil sur Terre. Et bien sûr, on ne peut pas le créer d'une manière naïve, comme une boule, tout simplement parce qu'il y a la gravité terrestre. Et c'est là où les Russes ont inventé le concept de tokamak dans les années 50. Et vite, on s'est rendu compte, toute la recherche sur la fusion a été déclassifiée et les gens ont commencé à travailler ensemble. Ce qui a fait naître le projet ITER, qui est un projet mondial d'une valeur estimée à plus de 100 milliards de dollars, où le but est de démontrer qu'il est capable de générer, plutôt pas générer, mais de créer un réacteur autoconsistant qui fonctionne avec l'énergie qu'il crée. Et donc la fusion nucléaire, c'est la réaction inverse à la fission qui est utilisée dans les centrales nucléaires. C'est-à-dire la fission, on prend un gros atome et il est divisé en deux et on génère de l'énergie, une particule énergétique. Là, c'est le contraire. Deux atomes qui sont deutérium et tritium, et sous des conditions particulières qui sont une chaleur très très élevée. Là, on parle de 100 millions de degrés. Ces atomes-là vont fusionner, vont donner un atome gros et ils vont générer de l'énergie. Et c'est cette énergie qu'on va récupérer pour alimenter le réacteur et puis après offrir cette énergie à des mégapoles, par exemple, des mégacities, etc. Et donc dans ce process-là, notre travail, donc on veut créer un réacteur. Donc on n'a pas le réacteur, on n'a pas comment faire des expériences. Donc l'expérience devient numérique. C'est-à-dire il faut qu'on fasse des simulations. Une expérience de pensée, oui. Après, il faut la traduire en nombre. Exactement. Traduire en nombre, traduire en modèle. Mais c'est là où les subtilités interviennent. Parce que la taille de ce réacteur est très grande par rapport au tokamak qu'on retrouve dans les instituts de recherche. Et la physique concernée n'évolue pas linéairement. Donc on voit des phénomènes à cause de la non-linéarité qu'on ne verra pas dans des petits tokamaks. Et ce qui veut dire qu'en fait on est obligé de faire de la simulation, on est obligé de revoir carrément les modèles qui ont été développés, de revérifier mathématiquement que les dérivations que les physiciens ont fait sont correctes, qu'il n'y a pas des termes qui ont été négligés d'une manière
disons, Ça, c'est le inconsistantes. travail précis du mathématicien. C'est ça, parce qu'en fait, disons que le physicien, généralement, Parce je que dis que quand on pense fusion nucléaire, on ne pense pratiquement qu'à un travail de physicien. Juste- Et on ne voit pas que toutes les mathématiques, qui sont derrière. Exactement, les physiciens, ils sont très forts en maths. Hein. Oui. Et je dis souvent, les physiciens sont très intelligents. Mais Heureusement quand même. Heureusement. C'est un jugement de mathématicien. C'est un jugement de mathématicien. Mais disons que le problème apparaît... Excusez-moi, je oui. vous interromps. Justement, qu'est-ce qui fait, pour un mathématicien, quelle est la place du laboratoire de physique? Ce n'est pas un laboratoire au sens de tous les outils d'un laboratoire de physique. Quel est votre laboratoire, vous, mathématicien? Donc, on reviendra après sur votre rapport à la fusion C'est une nucléaire. bonne question et c'est intéressant parce que disons que alors que des physiciens vont expérimenter leurs idées dans un laboratoire, nous on va expérimenter nos idées sur un tableau, sur des feuilles et sur PC pour faire des simulations. Mais disons l'interaction avec nos collègues, oui. en général, se passe dans des pauses café. Pauses café, très important. Les pauses café, c'est ce qui est le plus important pour le mathématicien. C'est là où on va développer des idées. C'est là où on va avoir cet esprit critique par rapport à ce que l'autre dit et on essaie de construire de nouvelles idées. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit que la culture était un oxygène. Vous dites que le café permet d'écrire des théorèmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut avoir une atmosphère, exact. Comme ici à l'université UM6P, une atmosphère propice à la recherche. Exactement. Et une atmosphère propice à la recherche, c'est une atmosphère qui permet ce type d'interaction. Donc vous m'avez répondu, un laboratoire de physique pour un mathématicien, c'est l'interaction avec les collègues. Exactement. Bien sûr, pour un physicien aussi, l'interaction elle est importante. Oui, mais bien disons sûr. que là où on peut développer de nouvelles idées, c'est lorsqu'on va discuter avec son collègue. Ça peut être autour d'un café, ça peut être autour d'un thé. Alors, il y a deux types de mathématiciens, ceux qui boivent le café, ceux qui boivent le thé, et pas de café. Mais en général, ces pauses-là, ça peut durer 2 minutes comme 2 heures ou 4 heures. Et c'est en fonction des sujets qu'on discute. Et oui. Et c'est très intéressant. C'est le sujet qui commande le temps. Exactement. Et donc c'est après qu'on repart chez nous dans notre bureau, qu'on s'enferme pendant des heures pour travailler sur ces idées-là et avoir des résultats. Et après on repasse encore à la pause café. Alors 2 questions. Comment s'est passé votre séjour cette fois-ci en Allemagne? Et puis on va revenir sur le travail que vous effectuez ici dans cette université. Vous avez en charge précisément la formation des mathématiciens pour la majorité marocain, mais aussi subsaharien. Oui. Donc après mon passage au CEA, je suis parti en Allemagne où j'ai passé 5 ans au Max Planck, au Institut für Plasma Physics. Et là, la particularité, c'est que... Le Max Planck Institute, je le dis à nos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est un immense institut de recherche qui donne des bourses à plusieurs étudiants de par le monde. Ceux qui en bénéficient, comme vous, en sortent à chaque fois vraiment grandis. Donc au Max Planck, justement, il y a à peu près plus de 14 prix Nobel dans différentes disciplines. C'est un institut très prestigieux, le Max Planck Society. Qui est maintenant à Berlin. Oui, c'est ça. Donc le siège, c'est Berlin. On retrouve plein de centres d'antennes un peu partout en Allemagne qui sont un peu autonomes. Et donc ils peuvent développer leurs propres sujets de recherche. Et là, vous avez mené quoi comme type de recherche? Donc j'ai continué toujours sur la fusion nucléaire, sauf que là, on était à l'intérieur d'un institut de physique. Et là, c'est différent, parce que notre tâche, disons, ou notre job, c'était de réellement créer le lien entre les physiciens, les mathématiciens et les informaticiens. Et là, on revient encore à cette idée que le savoir, dans cette ère dans laquelle on vit, est partagé généralement par du code. Donc c'est un programme qu'on écrit, ce sont des programmes qu'on écrit. Bien sûr, on écrit nos papiers, mais ce sont les programmes qu'on partage. Et ça, c'est un peu, pour certains jeunes, c'est un peu paradoxal, parce que ceux qui aiment les mathématiques, pour eux, tout ce qui est en dehors des maths n'est pas bon.
n'est pas suffisant. Alors que vous vous placez à la lisière, à la bordure des mathématiques et des autres disciplines. Exactement. Et vous nous dites ce soir que c'est la codification et la programmation qui devient majeure pour que les mathématiques voyagent vers les autres disciplines. Exactement. Et en fait, ça, je l'ai remarqué quand j'étais en thèse. Donc, quand j'étais en thèse, donc après le fait que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, j'avais pas envie d'écrire du code. Je voulais faire que des maths pures, démontrer plein de théorèmes. Mais quand j'étais en thèse, j'ai réalisé qu'en fait, l'atout majeur que j'avais par rapport aux autres doctorants, c'était le fait que je maîtrisais beaucoup plus le côté informatique. Et du coup, au lieu de rester figé dans la partie fondamentale, je suis allé plutôt vers la partie très appliquée et développer des codes parce que je voyais que c'était là ma valeur ajoutée. Et donc finalement, les années d'ingénieur, au départ, vous avez pensé, pour faire plaisir au contexte familial, vous avez fait une école d'ingénieur, que ça vous déplaçait par rapport à votre motivation première qui était de faire des mathématiques. Mais quand vous êtes revenu aux mathématiques, vous vous êtes dit, c'est bien, maintenant je vais bonifier mes années d'ingénieur. Exactement. Et finalement, ça veut dire que quel que soit le parcours qu'on fait, et comme vous dites, qui n'est pas linéaire, tout profite quand on a un esprit de chercheur. Exactement. En fait, ce qui est très intéressant, c'est, de mon point de vue, il ne faut jamais s'enfermer. C'est cela. Et c'est ça la science. La science, elle est ouverte et c'est du partage. Espace de contact, espace ouvert, accès à d'autres disciplines. Exactement. Et à partir d'un certain niveau, en fait, il ne faut pas avoir peur de devoir relire ou étudier des choses, même au niveau master ou au niveau licence, pour justement maîtriser de nouveaux outils ou atouts. Et développer des atouts. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on est à l'interface, on n'est pas censé tout maîtriser, mais on est censé comprendre ce qu'on doit développer et avec qui on va travailler. Même si ce n'est pas mon domaine, même si j'y connais rien, je dois développer d'abord le langage. C'est important le langage est important parce que ça nous permet de nous comprendre entre nous. Et après, je fais la traduction pour les mathématiciens. Et si je vois qu'il y a des compétences en mathématiques que je ne maîtrise pas, je vais aller les étudier. Je ne serai pas forcément un expert dessus, et ce n'est pas l'objectif, mais je ferai le lien avec les experts, justement, qui travaillent sur ce sujet. Comment toutes ces mathématiques aux frontières des autres disciplines sont reçues par vos étudiants ici à l'UM6P? Alors ça, c'est très intéressant parce que contrairement à notre époque... vous voulez dire quand vous étiez exactement. étudiant? Donc nous, à l'époque, ce qu'on aimait, c'était prendre des exercices, rester dans notre coin, aller travailler sur ces exercices qui avaient 3 étoiles, etc. Et vraiment s'enfermer dedans. Cette nouvelle génération, elle est plutôt orientée réalisation. C'est la génération TikTok, c'est la génération Instagram. Ils aiment montrer qu'ils ont réalisé des choses. Et ça, c'est un peu contradictoire avec l'enseignement classique. Durant les premières années, on n'étudie que des thématiques ou des axiomes, des théorèmes. Exactement, c'est de l'abstraction. On est en train de monter en abstraction, et on ne permet pas à l'étudiant de développer des choses. Il développe bien sûr des compétences sur l'abstraction, mais il devient de plus en plus séparé du monde. Ce n'est pas vrai pour la nouvelle génération. La nouvelle génération veut produire des réalisations. Elle veut réaliser des choses. Est-ce qu'elle a conscience que les mathématiques, c'est avant tout quand même un accès à l'abstraction? Donc justement, là c'est une autre question qu'on pourrait discuter par la suite. Il y a d'abord le fait de créer, de réaliser quelque chose, et puis il y a la question de comment on va y arriver. Et ce comment-là, pour y répondre, des fois on a besoin de connaissances. Et ces connaissances, bien sûr, on a différentes façons de les véhiculer. On peut juste énoncer des théorèmes et montrer comment les utiliser, mais on peut aussi essayer de les démontrer. Et lorsqu'on suit la deuxième démarche qui est de vouloir tout démontrer, à un moment donné, on va tomber sur des problématiques qui sont bien connues, le tiers exclu, des problématiques de complétude, et on se rend compte qu'en fait, les mathématiques, c'est cohérent, mais pas tant que ça.
Mais ça, c'est une autre question sur laquelle on pourrait élaborer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que enseigner à des jeunes les mathématiques dont ils ont besoin pour réaliser des études, pour créer des réalisations, ça c'est important parce que ça les valorise et ça les motive encore plus pour apprendre les mathématiques. Finalement, cette question de la motivation des étudiants est majeure. Si vous permettez, nous allons continuer notre conversation en marchant. Cette question de la motivation des étudiants est majeure parce que finalement, les mathématiques, c'est l'accès à l'abstraction. Elles, les étudiants pensent que, ma foi, les réalisations comptent, surtout que vous leur enseignez les mathématiques appliquées, et vous leur dites, pour que vous puissiez bien faire vos réalisations, n'oubliez pas l'abstraction. Exactement. Donc, pour eux, c'est important d'avoir ces réalisations-là, et pour nous, c'est la carotte qu'on utilise. Et ça veut dire que lors de l'élaboration de nos curriculums, on doit penser réellement à cette motivation et comment les cours vont être donnés, à quelle est aussi la cadence, afin qu'il y ait des projets qui vont fédérer ces connaissances-là. Et à chaque fois, on va essayer d'augmenter en abstraction. Il y a plusieurs exemples qui sont très intéressants là. Par exemple, pour des étudiants en première, deuxième année après le bac, le fait de pouvoir faire de l'analyse de données, étudier par exemple la propagation du Covid dans un établissement, à l'université par exemple, on peut faire ce type de modélisation, de simulation, sans avoir des connaissances très poussées en mathématiques. Et ça me rappelle un peu le cours que j'ai eu en master à Paris 6 par Benoît Pertam, qui a vraiment eu une influence majeure dans comment je vois les mathématiques. C'était un cours sur les mathématiques pour la biologie. Et dans ce cours, on a compris, par exemple, comment les taches se forment sur les peaux des animaux. Et quel type de tache va apparaître sur chaque partie du corps de l'animal. Quand on voit un chat ou un tigre, on ne pense pas à ça, non. Mais c'est des mathématiques derrière. On peut démontrer mathématiquement le type de forme qu'on va observer. Ce sont des valeurs propres du Laplacien, mais c'est d'un niveau d'abstraction. Et donc ici... Galilée disait la nature parle en langage mathématique. C'est le seul langage universel, a priori. Bon, il y a aussi la musique et la poésie. Mais disons que cette approche de motiver l'étudiant par des réalisations permet de le garder motivé et surtout on appuie là où on sait qu'il y aura du rendement, c'est la passion. Et lorsqu'on est passionné, on travaille plus, on ne compte plus les heures. Vous avez eu des déclics dans votre formation, vous essayez de provoquer des déclics chez vos étudiants. Et je sais que vous avez toute une idée sur la manière d'enseigner les mathématiques. On a commencé par le dire, modélisation, simulation, réalisation et abstraction. Mais vous avez aussi cette idée de peut-être réviser le modèle, le paradigme dans lequel vous, votre génération et la mienne a appris les mathématiques. C'est le modèle ensembliste, très abstrait, des classes, des vecteurs, des espaces vectoriels, de la théorie des ensembles. Et vous vous dites, peut-être que l'on peut tenter une autre méthode aujourd'hui. Exactement. Donc nous, au Maroc, on est influencé par l'école française. Et l'école française, c'est le groupe des bourbakistes. Il y a eu d'imminents mathématiciens, notamment Alexandre Grothendieck, qui pour moi c'est une vraie idole en mathématiques. Mais disons que leur objectif à l'époque, c'était de formaliser un peu les mathématiques et de, bien sûr, à partir de là, ils sont partis dans de l'abstraction pour unifier un peu les mathématiques. Par exemple, je dis à nos téléspectateurs, par exemple, dire que 2, on peut l'apprendre à partir de 2 pommes, ça les faisait hurler. Il ne faut pas concrétiser comme ça. Il faut que le nombre 2 soit considéré comme la classe une classe d'équivalence. Alors c'est très abstrait. C'est le couple formé par 0 et 1. 2 est égal à... on ouvre la collade 0 et 1.
Alors, c'est effectivement une grande abstraction. Exactement. Donc, l'école bourbakiste, elle est très importante parce que c'est elle qui a permis, disons, ce formalisme qu'on connaît. Mais elle a aussi ses limitations. Et les limitations, c'est que pour pouvoir réaliser quelque chose, on doit passer par des années et des années de formation, oui. des années d'abstraction. Le formalisme n'est pas au début. Exactement. Mais vous savez, même pour les enfants, on leur fait réciter l'alphabet. Mais l'alphabet n'est pas les mots tels qu'on les entend. Quand vous dites bac, quand vous dites sac en français, à la fin vous dites c'est la lettre C. Mais l'enfant, il n'entend que, il n'entend pas la lettre C. Et donc la formalisation vient toujours après. Exactement. Et quand on enseigne les mathématiques par la formalisation, on arrive à cette phrase que disait Bachelard, les mathématiciens ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas. C'est-à-dire que tout le monde devrait comprendre le formalisme. Mais ce n'est pas évident. Justement, en fait, mais d'un point de vue, disons, réaliste, lorsqu'on arrive au point où on va lire des livres des bourbakistes, c'est qu'on a un niveau très avancé des mathématiques. Et donc ça veut dire que l'œuvre des bourbakistes ou la façon de développer les mathématiques est plutôt une façon élitiste que seuls certains étudiants vont pouvoir suivre. Bien sûr, il y en a qui sont des génies et qui peuvent suivre ça, même à l'âge de 16 ans. Il y a des bourbakistes qui ont intégré le bourbakisme. Il y a des gens qui accèdent facilement à ce formalisme-là. Mais il n'est quand même pas, entre guillemets, naturel pédagogiquement. Ce n'est pas universel, ce n'est pas pour le commun des mortels. Et je rappelle que l'école a été créée d'abord pour le public. Et non pas pour l'élite. Exactement. Et c'est là où se pose le dilemme, c'est-à-dire est-ce qu'on doit continuer à suivre l'école française ou est-ce qu'on s'oriente vers d'autres écoles qui ont fait leurs preuves aussi, l'école américaine, l'école allemande et d'autres. Bien sûr, l'école française, elle a influencé l'école italienne, espagnole, mais l'école allemande, suisse et l'école américaine sont un peu différentes. Et là, on regarde plus, on motive les mathématiques par l'application. Et non pas l'inverse. L'école française, on fait les maths, on fait les théorèmes, on les démontre, et après on donne des exemples. Et on commence par l'exemple le plus naïf. C'est des mathématiques trop cérébrales, des mathématiques formalistes à la française. Et alors, précisément, dernière question, parce qu'on déborde un peu sur notre temps. Justement, essayer d'élaborer un autre modèle moins formaliste, c'est prendre de toutes les écoles ? Ça va passer par là. C'est-à-dire qu'on doit trouver nous-mêmes au Maroc une façon d'enseigner les mathématiques à tous les niveaux. Au niveau supérieur, au niveau du lycée, secondaire et primaire. Et ça veut dire que ça va prendre du temps. Mais ce qui est important et intéressant ici, c'est que nous devons nous-mêmes développer une façon d'enseigner les mathématiques parce que les Marocains ont une appétence pour les mathématiques. Oui. Et c'est très dommage qu'à la fin, on ait moins de mathématiciens alors qu'on a énormément d'ingénieurs. Et ça pose un vrai problème dans l'ensemble, disons, de l'offre de la formation au Maroc, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou l'université, mais aussi le contenu et la façon avec laquelle on transmet ce contenu. Donc c'est un travail qu'il faut commencer, qu'il faut réaliser. Et c'est, comme j'ai dit, c'est à tous les niveaux, c'est du supérieur au primaire. Il faut qu'on arrive à développer notre propre école des mathématiques. Merci. On va s'arrêter là-dessus, que nous puissions développer notre propre école au Maroc, compte tenu de tous les apports des écoles à l'étranger. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. Soyez mathématiciens, soyez au cœur de la conception qui fait précisément l'autonomie de chaque pays. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.